Salut tout le monde, c'est Pavel et le projet Money de Cash et vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et le trading. Cette vidéo fait partie de la catégorie réponse aux questions, donc je réponds à des questions que vous m'avez posées dans les commentaires pour ma précédente vidéo de cette catégorie que je publiais le lundi dernier. Et donc pour cette vidéo, je vous invite à faire pareil. Si vous avez des questions particulières sur des entreprises, sur des différents actifs, posez-les dans les commentaires et je vais choisir les questions les plus populaires pour répondre la semaine prochaine. Avant de commencer cette vidéo, comme d'hab, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas la petite cloche pour être averti quand je publie des nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas de mettre un petit like pour me remercier pour le travail que je fais et pour que cette vidéo soit plus visible pour le plus de personnes possible. Au début de cette vidéo, je vais juste faire un petit avertissement ou bon, juste une petite explication par rapport au format de cette catégorie de vidéos. C'est que parce que j'ai reçu beaucoup de questions, j'ai malheureusement pas le temps de traiter toutes ces questions. Je vais juste vous demander de poser des questions qui pourraient être intéressants aussi pour d'autres abonnés, donc sur des entreprises qui sont plus ou moins connues ou que vous pensez qui sont probablement intéressantes pour d'autres. Pas nécessairement des sociétés qui sont trop petites, que personne ne connaît, où il n'y a presque pas de liquidité. On peut voir ça dans les commentaires si vous voulez, je vais faire le maximum quand j'ai le temps pour regarder les sociétés si vous êtes intéressé par mon avis, mais le but que cette chaîne soit intéressante pour un maximum de personnes et pas uniquement sur des sociétés de niche très spécifiques. Et aussi le deuxième point, c'est que je mets un petit peu moins de priorité à des questions qui concernent les rates ou les foncières cotées. Donc il y a une vidéo sur ma chaîne sur ce type de société parce que moi je les considère comme un investissement en immobilier, pas comme un investissement en bourse vraiment. Donc ces sociétés je les regarde mais en deuxième temps. Donc la chaîne elle est consacrée vraiment à des sociétés classiques on va dire et les rates ce n'est pas le cas, ce ne sont pas des sociétés classiques. Voilà, donc là je vais commencer pour ne pas perdre votre temps et la première société que nous allons voir c'est Safran. Donc là je pense que la plupart de vous connaissent parfaitement cette société, c'est une des sociétés phares de la côte française. Et je pense que les nombreuses questions qui concernent Safran ont été posées suite à la vidéo que j'ai postulée la semaine dernière également sur le secteur d'aéronautique, qui apparemment d'ailleurs vous a beaucoup intéressé. J'avais un petit peu peur pour cette vidéo parce qu'on a parlé un petit peu de compta, un petit peu des choses plus techniques. Donc je savais pas comment ça va, on va dire, rentrer, si ça va retrouver l'intérêt que moi j'espère, et ça a été finalement assez bien accueilli sur la chaîne, donc ça c'était un très bon point. Et donc du coup, comme ça, je propose de commencer cette vidéo par l'analyse de Safran. Donc Safran, c'est un équipementier aéronautique et spatial, donc ça c'est la société qui travaille pour les sociétés comme Airbus et Boeing. Et ils produisent typiquement les hauteurs pour les différents appareils aéronautiques pour l'industrie aéronautique spatiale. Donc, voilà. Donc leur segment principal, c'est la production des moteurs et des turbines, de différents équipements pour ces avions. Tout ce qui concerne ce secteur en particulier. En fait, c'est un très bon point parce que souvent, les sociétés qui travaillent, qui fournissent les éléments essentiels pour les très grosses entreprises comme Airbus, Boeing ou par exemple General Electric pour vraiment des éléphants de l'industrie comme ça, qui fonctionnent surtout sur des appareils d'une très grande importance, en fait, où il y a aucun risque n'est accepté. Donc, ces entreprises, souvent, ont des forts avantages concurrentiels. Parce que si Airbus ou Boeing, ils travaillent depuis très longtemps avec Safran et depuis très longtemps, ils sont adaptés aux produits de cette entreprise, même si leur produit devient beaucoup plus cher, ils ne vont pas changer d'avis, ils ne vont pas travailler avec un autre fournisseur. Donc ça, c'est très important à comprendre que souvent, les sous-traitants des grosses entreprises sont plus intéressants que la grosse entreprise en elle-même. Et souvent, ces sous-traitants ont le pricing power. Pricing power, en fait, c'est la capacité de l'entreprise d'augmenter les prix sans perdre le chiffre d'affaires. Donc, ils ont un pricing power très important. Donc, du coup, le choix de Safran, ça peut être plus intéressant que le choix d'investir dans Airbus ou Boeing lui-même, qui évidemment, leurs clients principaux. Donc voilà, donc maintenant, nous regardons plus les fondamentaux de Safran. Et je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo sur Airbus et Boeing. Là, j'étais assez surpris par les fondamentaux faibles de ces entreprises qui dominent le marché, qui dominent largement ce marché. Donc là, maintenant, on va regarder qu'est-ce qui se passe
pour l'équipementier qui travaille pour le Boeing et pour Airbus. Et là, je ne serais pas surpris que les chiffres opérationnels pour cette entreprise sont meilleurs que pour leurs clients. Donc là, voilà, donc regardons déjà les ratios tout de suite, comme ça on verra l'image immédiatement. J'ai fait exprès d'ailleurs, je pense que ça va être assez intéressant, dites-moi si ça marche mieux, je n'ai pas préparé ma vidéo en avance, et comme ça vous allez pouvoir voir immédiatement comment je fais l'analyse d'une entreprise que je connais pas personnellement, parce que moi je connais que Safran, qu'est-ce qu'ils font en général, mais je suis jamais rentré en détail de cette entreprise, parce que moi je regarde plus le marché américain déjà, et typiquement Safran, je n'ai pas beaucoup regardé. Donc comme ça, vous allez pouvoir voir comment je fais les analyses, au moins les analyses globales, quand je vois une nouvelle entreprise, pour repérer les points les plus importants. Voilà, donc le PE ratio, donc ça c'est le PE ratio que beaucoup d'entre vous connaissent, donc je pense que c'est le ratio le plus connu surtout par les investisseurs débutants. Donc ça c'est le rapport entre le prix et les earnings, parce que ça c'est le prix, P c'est price et I c'est earnings, donc c'est le prix et les bénéfices. C'est un ratio qui permet d'estimer la cherté de l'entreprise en bourse. Donc en fait c'est le rapport entre le prix d'action et combien l'action gagne. Attention avec ce ratio, moi j'utilise quasi jamais ce ratio, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ce ratio, il cache souvent il a souvent des pièges. Il est assez facile à falsifier. Imaginez par exemple que l'entreprise qui vaut en bourse 1 million d'euros. Donc demain, cette entreprise, elle achète une autre entreprise en prenant crédit à la banque, il achète une autre entreprise similaire qui fait, bon, dans mon exemple théorique, c'est une entreprise de même capitalisation et qui fait le même bénéfice. Ils vont acheter aussi pour 1 million d'euros. Donc maintenant, en fait, cette première entreprise, elle est en prêt d'1 million et par contre, il a fusionné avec une entreprise et ensemble, en fait, ils ne coûtent pas encore 2 millions d'euros parce qu'en fait, au niveau de bilan financier, ils ont plus 1 million dans les actifs, moins 1 million dans les passifs. Donc, ça fait 0 en somme. En gros, la valeur de l'entreprise en elle-même n'a pas changé. Pourtant, les bénéfices ont doublé, parce qu'effectivement, ils vont récupérer les bénéfices de l'autre société. Et donc, cela veut dire que vous pouvez avoir l'impression que leur PER, parce que le E va être doublé, parce que pour le prix le même, vous allez pouvoir vous dire que, tiens, cette entreprise n'est pas chère. Mais c'est pas parce qu'elle n'est pas chère, parce qu'il a fusionné avec une autre entreprise et il a rajouté la partie de bénéfices dans leurs bénéfices à eux. Et en fait, la faiblesse, le point faible de ce ratio, selon moi, c'est qu'il ne tient pas compte de la dette de l'entreprise et de la manière comment cette dette est utilisée. Quel ratio utiliser au lieu de PER? Moi, j'utilise un ratio qui s'appelle EV/EBITDA. EV, c'est Enterprise Value, c'est la valeur d'entreprise, et EBITDA, c'est le résultat opérationnel, grosso modo. Donc, la valeur d'entreprise, elle est calculée comme une valeur marché en bourse plus la dette de l'entreprise. Donc, du coup, ce ratio, il tient compte de la dette. Je ne veux pas trop rentrer en détail parce que sinon, cette vidéo, encore une fois, va être trop longue. Mais dans tous les cas, je vous dis que PE ratio, il faut vraiment faire gaffe parce qu'il y en a beaucoup des débutants qui commencent à regarder les entreprises avec les PE les plus faibles et penser que c'est des entreprises, c'est des opportunités à acheter. C'est tout sauf vérité. Donc voilà, donc il y a des cas que c'est intéressant, mais pas loin d'être toujours. Price to sales, ça c'est un ratio qui est assez intéressant. Sales en anglais, c'est le chiffre d'affaires. Donc cela veut dire que le chiffre d'affaires de l'entreprise Safran est légèrement inférieur à sa capitalisation boursière. C'est vraiment très bon paramètre. En 27, cela veut dire que l'entreprise elle n'est pas valorisée cher, en tout cas selon ce ratio. Donc cela veut dire qu'en un an de chiffre d'affaires, ça fait presque la capitalisation boursière avec le prix actuel. Donc ça, c'est vraiment très bien comme indicateur. Bon, là, après, je ne vais pas faire tous les autres ratios parce que sinon, ça va être trop long. Voilà, les marges. Les marges, c'est super intéressant parce que la marge grosse margin, c'est la marge brute. C'est-à-dire que vraiment, sans tenir compte de différents frais annexes, combien potentiellement ce business peut gagner. Et ça, 45 ou 46% presque, c'est vraiment excellent. Donc, c'est-à-dire que c'est une entreprise à une énorme capacité de profit et faire des profits. Après, et la marge nette, comme ça on peut voir combien ils ont de dépenses intermédiaires pour passer de la marge brute vers la marge nette. Donc leur net profit margin, il descend tout de suite à 10%. Mais ça c'est pour l'année en cours et en général, bon, c'était toujours entre 9 et 10.
Donc ça, c'est beaucoup. Bon, évidemment, c'est quand même le business, évidemment, qui a beaucoup de frais. Bon, donc ça, c'est normal. Donc, mais quand même, la marge nette moyenne sur 5 ans de 9% et quelques, ça me paraît, bon, ça me paraît pas énorme, honnêtement. Mais par contre, le potentiel de marge, la marge brute, elle est vraiment très confortable. Donc ça on valide, mais ici, peut-être qu'il y a un petit souci, mais pour l'instant, il n'y a rien de spécial à voir par rapport à ça. Voilà, et ça, c'est les ratios principaux que j'utilise. Ça, c'est la rentabilité. La rentabilité, sans tenir compte de la dette, ça, c'est le fameux ROI que je regarde beaucoup. 20%, c'est excellent, c'est vraiment excellent. Moi, tout ce qui est au-dessus de 15, moi, je trouve que c'est déjà des entreprises qui sont très performantes de point de vue opérationnel. 20%, c'est super. Donc ça confirme ce que je disais au début, c'est que effectivement, le sous-traitant de Airbus, il est beaucoup meilleur que l'Airbus en lui-même. Après, dites-moi dans les commentaires si Safran est vraiment le sous-traitant d'Airbus, parce que je suis loin d'être expert dans ce domaine, mais je crois que c'est le cas. Et si on tient compte de la dette, on passe à la rentabilité sur l'investissement de presque 13% sur les données actuelles et 12%, bon, disons à peu près la même. On va moyenner à 12%, ça c'est excellent aussi. Donc pour moi, en fait, tout ce qui est ROIC à 10 et plus, c'est vraiment une entreprise très performante. Donc là, je valide à fond cette entreprise de point de vue, c'est un ratio de rentabilité. Après, ça c'est la croissance de bénéfices par action, donc tout est positif. Donc ça se passe pas trop mal. Mais attendez, il faut bien comprendre, tous ces ratios que vous voyez ici, ce sont des ratios qui, par rapport aux chiffres de l'année d'avant ou des trimestres d'avant. Donc là, maintenant, évidemment, ça ne tient pas compte de la crise dans laquelle on est rentré avec le coronavirus. Donc il faut vraiment faire attention à cela. Ensuite, le ratio important, c'est current ratio qui doit être supérieur à 1. C'est le rapport entre les actifs courants et les passifs courants. C'est pour comprendre la situation de point de vue d'endettement à court terme. Ici, c'est inférieur à 1, c'est pas bien, mais c'est pas catastrophique. Et en plus, compte tenu de l'entreprise, la typologie de l'entreprise, forcément, ils auront de la trésorerie pour faire face à leurs engagements à court terme. Ça, je n'ai aucun problème. Et ici, je peux fermer les yeux si c'était une autre entreprise, en plus dans Safran, si je ne me trompe pas, il y a l'État français qui est dans le capital, il n'y aura aucun problème au niveau de la dette court terme. Ce qui me surprend pas mal là, c'est que l'entreprise elle est très peu endettée par rapport au secteur. Parce que regardez, dans le secteur, l'endettement normal, ça c'est le secteur en moyenne, c'est proche de 100%. Et ici, c'est seulement 30. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. Cela veut dire que l'entreprise, elle a vraiment de capacité encore d'emprunter pour lancer d'autres projets et pour faire évoluer son business model. Ensuite, les dividendes. Bon, les dividendes sont faibles, mais par contre, les dividendes, et ça représente 41% de leurs bénéfices. Donc ça, c'est vrai qu'ils pourraient payer un peu plus. Mais bon, si pour payer un peu plus, dans ce cas-là, il devra augmenter ce ratio. Il faudra verser quasiment l'intégralité de leurs bénéfices. Évidemment, s'ils ne le font pas, cela veut dire qu'ils ont des projets, cela veut dire qu'ils investissent dans la croissance, peut-être dans la recherche et développement. Donc, ce n'est pas un mauvais point. Donc, de point de vue global, comme ça, je valide cette entreprise. Je trouve que c'est une entreprise qui est plus intéressante à investir aujourd'hui que Airbus ou que Boeing. Voilà, donc ça, c'est pour ce que concerne Safran. Et on va regarder rapidement l'image technique parce que j'ai peur que sinon, je vais être très long. Bon, l'image technique, voilà, vous regardez la tendance qui dure depuis la crise de subprimes. Donc ça, c'est le grand marché haussier qu'on a vécu, je pense qu'on vient de terminer. Et on voit que cette entreprise, donc, elle était très stable en fait pendant cette période. Mais par contre, il faut noter que quand même la sensibilité à la conjoncture, elle me paraît quand même importante. Moi, je suis assez étonné parce que quand je regarde les graphiques, je vois que cette société, il réagit quand même vraiment de manière très forte sur les différentes tendances macroéconomiques parce que là, avant la crise de subprime, c'est l'été avant. Et là, elle est descendue directement sur les niveaux de... Combien il y en a ici? Donc là, on était à 10, même pas. Ouais, elle était vraiment pas chère au moment de... Bon, au niveau de subprimes, pendant la crise de subprime, il y en a beaucoup qui ont été pas chers. Mais dans tous les cas, franchement, là, il peut diviser facilement en 50, peut perdre 50-60%. Regardez, en fait, ça, c'est un graphique des débuts des années 2000. Donc ça, je sais que c'est il y a longtemps, la situation elle était différente.
mais quand même, c'est quand même un secteur qui est assez mature, donc on peut quand même comparer par rapport au passé. Là, c'était vraiment la bulle de 2009, c'était la bulle des tech, donc elle a suivi en pleine la bulle des technologies, et par contre, la chute, elle était presque aussi brutale. Donc, c'est vrai que cette société, en fait, ce qu'on peut dire qu'elle est, en tout cas, elle est sensible vraiment à la direction des marchés en général. Ça, c'est la conclusion que je fais quand je regarde l'image technique. Je vous ai dit, je n'ai pas préparé la vidéo, je regarde live, on va dire presque. Et donc, pour moi, c'est une société qui est super intéressante de point de vue opérationnel, de point de vue son business model et sa rentabilité. Mais par contre, il faut faire attention sur le momentum quand vous y investissez. Donc là, je pense qu'on n'est clairement pas dans le momentum très positif. Donc là, on est passé, on a atteint le support là. Donc, on l'a touché, on a eu peur. Donc visiblement, c'est un support assez fort autour de $80. À 80 euros, pardon. Ça, c'est il est à combien aujourd'hui là? Ouais, elle est juste à côté là, vraiment. Donc là, elle est vraiment à son support. Et en ce moment, je vous invite de regarder en fait ma vidéo des hebdomadaires que je publie le samedi. Moi, je m'attends qu'effectivement le retournement des marchés très prochainement. Donc, si le marché se retourne, certainement Safran va suivre. Donc, et on risque de dessiner quelque chose là comme ici. Ouais, c'est ça qui me fait peur en fait, parce que cette fois, on ne dessinera pas une chute vertigineuse comme ça, pareil comme on l'a fait dans les années 2000. C'est tout à fait possible, même si le marché, comme j'ai dit, il est différent. Donc faites quand même attention. La ligne de tendance, la grande ligne de tendance depuis 12 ans, elle a été cassée. On est largement en dessous. Les supports proches sont vraiment très loin. Donc si on casse ce support de 80, on peut vraiment tout de suite basculer là, à 54. Et après, le chemin est ouvert jusqu'à 30. Donc c'est vraiment quelque chose, mais quand je vous dis ça, ça vous peut-être faire peur parce que pour une entreprise de telle qualité, mais apparemment, vous voyez, donc ça c'est la force de l'analyse technique parce qu'il vous montre les humeurs qui tournent autour des marchés quand il y a des moments difficiles. Donc et visiblement, cette société elle est très sensible à la conjoncture. Voilà, donc ça ce qui concerne Safran. Donc pour résumer mon avis sur Safran, parce que ça je trouve que c'est vraiment une société très intéressante, c'est pour ça que je m'arrête peut-être un petit peu plus long que sur les autres, c'est que il faut l'avoir, je vais le rajouter d'ailleurs dans mon portefeuille, pas classe A, donc la catégorie A, la fameuse catégorie A que vous connaissez si vous suivez ma chaîne, mais peut-être dans la catégorie B, et là sa place à y être. C'est clairement une société qu'il faut toujours surveiller, et vous avez bien raison de me poser cette question sur cette entreprise, elle est plus intéressante que Airbus. Voilà, donc maintenant je passe à une autre société. La deuxième société, ça sera Dassault Aviation. On parle beaucoup des avions ce dernier temps. Mais donc ça, c'est un autre secteur. Il faut faire attention parce que ça, c'est les avions militaires. Donc là, maintenant, je vais faire un petit peu plus rapidement parce que c'est vrai que sinon, je ne vais pas pouvoir vous parler de toutes les sociétés que je voulais. Ça, c'est un autre secteur. C'est un sous-secteur de Airbus. Évidemment, ceux qui commandent ces avions, c'est des États, c'est des armées, c'est du Pentagone. C'est vraiment c'est des business très stables. Donc la demande sera là, c'est sûr. Donc ça, c'est vraiment des business qu'il faut regarder de près. Il y a souvent des bonnes rentabilités, mais il faut les comparer avec des autres qui fonctionnent dans le même secteur. Et souvent, c'est des sociétés aussi très solides. Parce que quand je regarde Dassault Aviation, je pense immédiatement à la société Lockheed Martin. Donc Lockheed Martin, ça c'est un géant américain qui est aussi un fournisseur de Pentagone. Et qu'en regardant Dassault Systèmes, je vais comparer les ratios, comme tout à l'heure pour Safran, par rapport à Lockheed Martin, comme ça pour que ça devienne représentatif. Donc PE ratio, comme je vous ai dit, là il est encore plus bas que pour Safran. Donc price to sales, c'est encore meilleur que chez Safran. Donc grosse margin, elle est inférieure à Safran, mais par contre la nette marge, vous voyez, elle est la même que Safran. Donc ça veut dire que là, entre les deux, quelque chose est plus efficace ici chez Dassault que chez Safran. Donc c'est déjà un bon point. Donc là, mais dans tous les cas, c'est des sociétés de top qualité, c'est évidemment. Parce que, encore une fois, je vous dis, je regarde, pour la première fois, je regarde ces ratios avec vous et je fais ces conclusions. Ensuite, les rentabilités, retourn on equity, un petit peu moins bon que chez Safran, mais c'est pas mal. Return on investment, c'est parfait. Donc bon, ça, c'est le seuil à partir duquel la société, pour moi, commence à être vraiment super intéressante. Au niveau de dividendes, au PE ratio, elle est seulement à 30%, donc du coup, elle a une capacité d'augmenter les dividendes, et le dividende est faible comme chez Safran. Donc maintenant, je regarde Lockheed Martin. Voilà, ça c'est le même secteur, mais aux États-Unis. Juste pour que vous puissiez comparer, je pense que c'est intéressant.
Donc le ratio. PE ratio, c'est plus cher, mais évidemment, parce que le client il est plus gros. Donc évidemment, cette société sera pricée plus cher que Safran. Parce que le Pentagone, évidemment, c'est quand même pas pareil. Donc price to sales, ceci, elle est plus chère de point de vue ce ratio également. Ensuite, la marge, grosse margin, elle est à 14%, donc Dassault Aviation est meilleur. Net profit margin, ouais, c'est à peu près pareil, un petit peu moins. Donc, return on equity, c'est quoi cette folie? Donc ça, c'est avec la dette. Non, sans compter la dette, mais si on compte la dette, bon, c'est plus rentable que Dassault, vous voyez. Donc, on était à 10 et ici, on a plus que 13. Bon, ça peut paraître pas énorme, mais c'est quand même significatif la différence. Ensuite, au niveau des dividendes, en fait, le payout ratio est presque le même, un petit peu plus, et le dividende est plus important. Donc, pour les dividendes, moi, j'aurais préféré Lockheed Martin que Dassault, mais Dassault me paraît un petit peu plus... déjà, elle est moins chère, Dassault. Donc, voilà, donc sur Dassault, vous allez plus de upside sur le prix d'action. Le dividende est moins intéressant. Vous avez un petit peu moins de rentabilité, mais vous avez évidemment le prix qui est plus intéressant. Mais de l'autre côté, pour Lockheed Martin, évidemment, Pentagone, c'est pas un client comme les autres. Voilà, donc ça, c'est ce que je pense de Dassault. Bon, j'essaie de passer rapidement parce qu'il y a eu beaucoup de questions, donc excusez-moi si je rentre pas assez en détail. Je vais quand même regarder l'image technique avec vous rapidement. Ça, c'est Dassault Aviation. Ok, parfait. Tic. Tech. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, pour Dassault Aviation. Tech. Donc là, c'est trop loin. Là, c'est déjà... Ah bah, vous savez, ça me plaît beaucoup plus que chez Safran. Parce que, je vais vous expliquer. Bah, en fait, c'est normal. Parce que ça, c'est la défense. Parce que Safran, ça fonctionne pour le civil également. Donc la défense est plus stable. La demande, elle est beaucoup plus stable. Et donc, du coup, c'est normal que vous voyez ici l'évolution du titre, elle est quand même beaucoup plus calme que chez Safran. Chez Safran, il est beaucoup plus sensible à la conjoncture. C'est tout à fait normal parce que le business n'est pas le même. Donc là, c'est à partir de 2000, regardez quelle est la stabilité. Et là, on s'approche vraiment au niveau vraiment super important. Donc là, c'est vraiment, ça dure depuis 98. Là, on a franchi le niveau depuis 98. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement long terme, on est proche à un niveau vraiment hyper méga long terme. Donc si je regarde comment elle s'est comportée la dernière crise de 2008-2009, donc on était là. Donc vous voyez, il a perdu beaucoup moins que Safran pendant le 2009, pendant les crises de subprimes. Et c'est normal aussi, c'est tout à fait normal, tout est logique dans le monde. Et donc ici, on a un downside potentiel de 300, j'espère qu'on ne va pas aller jusque-là. Quand même, la société elle a évolué depuis. Mais bon, encore une fois, techniquement, on se trouve sur un croisement des chemins. Regardez ma vidéo hebdo. Pour investir aujourd'hui, c'est quand même risqué. Donc à vous de voir, mais dans tous les cas, cette société, elle est plus défensive que Safran, pour moi, en tout cas, selon l'image technique et selon le secteur dans lequel cette société fonctionne. Ouais, c'est bien parce que je découvre avec vous des sociétés françaises qui me plaisent. Hein, parce que là, vraiment, ça mérite d'être, en tout cas, dans la catégorie B, voire catégorie A, ça peut permettre d'aller. Parce que Lockheed Martin, j'hésitais d'ajouter dans la catégorie A de mes entreprises. À acheter toujours. Voilà, donc là, maintenant, je passe à une autre société. Voilà, il y a deux personnes qui m'ont posé aussi les questions sur des biotech, notamment sur la société française Eurobio et Gilead. En fait, je ne connaissais pas ces entreprises, déjà, je vous dis dès le début. Je commence à m'intéresser au secteur de biotech. Mais attention, ce secteur, vraiment, déjà, il y a beaucoup de startups, en fait, il y a beaucoup de pleines entreprises qui sont spécialisées sur une recherche bien particulière. Donc, vraiment, des risques sont énormes. Il faut tenir compte bien en fait, il faut bien gérer votre exposition sur ce genre d'entreprise. Donc, sur des petites sociétés, ne mettez pas beaucoup de capitaux en pourcentage de votre portefeuille. Là, je vais rapidement regarder Eurobio. Donc, c'est quoi comme entreprise déjà? Comme je vous ai dit, en fait, je le regarde pour la première fois dans ma vie. Société biotechnologique, vitrodiagnostic, engagée dans le
Commercialisation des spécialités diagnostiques des compagnies. Ah voilà, donc là, c'est les produits de la diagnostic des infections. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est lié au coronavirus. Je pense que cette question elle était posée dans ce sens-là. Donc certainement, c'est une des sociétés qui font des recherches de remèdes contre le coronavirus, je suppose, parce qu'il s'agit, vu qu'il s'agit des infections. Bon, on va le voir vite fait, parce que vous savez, ce qui est très intéressant, que l'analyse technique va nous dire, si cette société fait je parie que si cette société fait la recherche dans le coronavirus, dans ce cas-là, son cours de bourse n'a pas dû chuter tant que ça. Donc là, je veux regarder immédiatement l'analyse technique sans passer, parce que les fondamentaux, vous savez, pour les fondamentaux, pour les biotech, vu que c'est des entreprises qui font de recherche, ils consomment énormément de cash. Donc, regarder les fondamentaux, ils peuvent être horribles, mais c'est pas forcément dire, ça ne va pas forcément dire que l'entreprise n'est pas intéressante. Donc, on va voir sa courbe. S'il est au plus haut, dans ce cas-là, il fait quelque chose par rapport au coronavirus. Vous allez voir. Je suis quasi certain. Maintenant, je vois un peu mieux d'où. Ah bah voyez, c'est comme je vous disais, voilà. Donc là, on est en pleine crise, la société, elle est là, et là, elle fait bums, voilà. Donc, visiblement, elle fait des produits qui sont liés au traitement de Covid-19. Donc, après, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font exactement. Donc, cette personne qui m'a posé cette question, certainement, elle est au courant de un peu plus. Bah, mettez-moi dans les commentaires, comme ça, on saura tous. Qu'est-ce que fait cette entreprise? Moi, je ne l'ai pas analysé. Mais dans tous les cas, selon le graphique, clairement, cette société qui est beaucoup regardée dans le contexte actuel de la crise sanitaire. Donc maintenant, je regarde vite fait les ratios. Qu'est-ce qui se passe avec cette... Ouf, attendez, voilà, j'ai peur que je n'ai pas d'infos. Mais non, tout est là. Donc, PE ratio n'est pas fourni, cela veut dire que la société est en perte. On va regarder tout de suite son compte de résultat. Est-ce que cette société est en perte aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Internet, un petit peu, voilà, check. Ouais, là, tout à fait. Donc la net income, en fait, le résultat net, il est négatif. Donc la société, aujourd'hui, il perd de l'argent, mais ça ne va rien dire parce que cette société qui a beaucoup de potentiel, apparemment. Je vais regarder juste rapidement la taille de société parce que ça m'inquiète un petit peu, ces mouvements énormes. Donc, ouais, mais market cap, c'est 180 millions. Ouais, mais bon. Ouais, mais quand vous posez des questions, en fait, effectivement, juste que je voulais demander une petite parenthèse, c'est que quand vous me posez les questions, essayez de faire pour que ce soit les entreprises plus ou moins intéressantes. Ça, c'est intéressant. Je dis pas que c'est une mauvaise question, mais cette entreprise, elle est intéressante dans le contexte actuel. Si ce n'était pas le contexte actuel de la crise sanitaire, ça serait une question vraiment qui va intéresser une personne seulement. Donc, mais ici, clairement, c'est une petite entreprise, donc vraiment minuscule. Et toute son activité, visiblement, dépend de quelque chose, d'une recherche bien particulière. Pour l'instant, elle perd de l'argent. Il doit avoir un endettement certainement qui est important. Donc, la marge, grosse margin, la marge brute, 37%, ça va, mais bon, vu qu'elle perd de l'argent, tout le reste, ce n'est pas significatif. Les taux de rentabilité, pareil, parce qu'elle est en pleine start-up, on va dire recherche. L'endettement, bon, ça va, elle est à 42%, c'est pas encore, c'est tenable. En fait, ça, c'est un bon point, parce que cela veut dire qu'ils peuvent encore emprunter pour continuer leur recherche, éventuellement. Donc, il y aura évidemment des dividendes, c'est un peu tôt pour parler à cette étape de l'entreprise. Voilà, bon, en gros, ce que je peux dire par rapport à ces entreprises, il faut avoir un portefeuille, si vous voulez y investir, un portefeuille diversifié. Pour une entreprise comme ça, je ne mettrai pas une demi% de mon portefeuille. Même pas, peut-être. Après, ça dépend de la taille de votre portefeuille, on va dire qu'est-ce que ça représente de votre patrimoine global, évidemment. Mais c'est des entreprises qui sont très risquées. Parce que si elles n'arrivent pas à faire ce qu'elles font, elle peut tout simplement disparaître. Donc effectivement, ces entreprises, il faut les voir comme des venture investissements, presque. Après, il y avait une deuxième question d'une société qui me dit quelque chose qui s'appelle Gilead. En fait, c'est encore une biotech, cette fois américaine, et qui travaille encore une fois dans leurs produits. C'est autour de système immunitaire, virus, etc., les inflammations respiratoires. Donc là, je pense que c'est encore une histoire qui est un petit peu autour de coronavirus. Donc je pense que
question vient du contexte actuel également. Mais cette fois, c'est une entreprise qui me paraît... Je la connais, en fait, je les ai déjà vus il y a quelques temps. Guild, en fait, c'est le ticker qui me dit quelque chose. Je le connais, ce Guild. Ah oui, le market cap, c'est 92 milliards de dollars. Donc ça, c'est vraiment pas pareil. Donc là, je pense que ça a l'air d'être assez intéressant comme entreprise. On va voir. Donc, PE ratio 17 pour une biotech qui a du succès, c'est pas mal. Price to sales, comme on a vu pour Safran, c'était en 27, mais c'est 4 fois. Donc, en gros, leur chiffre d'affaires, en fait, leur valeur boursière représente 4 fois chiffre d'affaires à peu près. Donc, bon, après, ça dépend de société, parce que mais elle est bien valorisée, cette société, pour le moment. Ensuite, la marge 80%, ça c'est vraiment excellent. Net marge 40%, ça c'est super. Bon, la personne qui m'a posé cette question m'a encore rappelé d'une belle entreprise apparemment. Vraiment, ça, je trouve ça c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Je pense que, en tout cas, les chiffres opérationnels que je vois et en plus le secteur dans lequel elles sont, il est défensif par rapport à la crise qu'on va vivre. Donc ça, c'est vraiment à voir en premier lieu. Donc ça, en tout cas, c'est l'entreprise la plus intéressante qu'on voit aujourd'hui, pour le moment. Donc la rentabilité est de 24% sans la dette, avec la dette 21%. Non, ça, c'est une entreprise que je rajoute dans ma liste. Merci à la personne qui a posé cette question. J'ai oublié de cette société, je savais qu'elle existait, mais je l'ai perdue quelque part. Donc dans mon watchlist, je dirais même dans la catégorie B, ça va parfaitement. C'est vraiment une entreprise excellente. Déjà, la valorisation est énorme, la rentabilité est énorme, donc du coup, le business, c'est à fond. Le dividende en 2% 7, c'est parfait. Donc, bon, le payout ratio, donc ça veut dire qu'ils sont quand même pas mal aboutis dans leur business model. Donc ça, c'est excellent. Merci beaucoup pour cette question. Et du coup, on va investiguer l'image technique, vu que c'est quelque chose de très intéressant. Bioscience Inc. Donc qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ouais, mais bon, là, on n'a presque pas baissé, quoi, aussi. Hein. Donc là, on était quoi, à 120, après, moi, c'était quand, 2015. Donc non, là, cette société, elle est extrêmement défensive par rapport à la crise actuelle. Donc là, maintenant, on a vraiment ce trend. Bon, qu'on a... Bon, je sais pas si on l'a cassé d'ailleurs. Bon, mais ça, c'est 2002 quand même, c'est pas non plus... Il faudra peut-être prendre un graphique qui... Ouais, Non, mais dans tous les cas, vraiment, je pense que cette société ne risque rien, en tout cas pendant cette crise. Même, je pourrais la mettre dans le portefeuille dès aujourd'hui, bon, et dormir tranquille, vraiment, parce que vraiment, apparemment, c'est une société très solide. Je vois vraiment aucun problème avec. Bah voilà, donc là, même de point de vue technique, à vous de voir, mais cette société, même si elle baisse, ça devrait pas être. Bon, en gros, si elle baisse, on peut imaginer le pire des cas, c'est pour être un petit peu plus optimiste, parce que je suis trop optimiste, j'ai l'impression, sur cette entreprise. Ouais, bon, là, elle peut baisser fort, mais bon. Mais c'était quand ça? Ouais, c'était en 2011-2012 quand même. Il y a des choses qui ont eu lieu apparemment, si je regarde le graphique ici, donc ils ont dû faire des choses qui ont payé quand même. Voilà. Non, je pense que c'est ceux-là, il faut encore les franchir, même pendant la baisse. À voir. Donc ça, c'est vraiment une excellente entreprise. Merci beaucoup pour cette question, cette excellente question. La prochaine. Je pense que maintenant, je vais raccourcir un petit peu la vidéo parce que sinon, ça va prendre énormément de temps. On m'a posé la question sur Veolia Environnement et Séché Environnement. Déjà, ça, c'est un secteur qui s'appelle en anglais, je vais vous dire ça, Veolia, pardon. Voilà, c'est bon. Voilà, Veolia Environnement. Ça s'appelle NIMBY, ça s'appelle Not in My Backyard en anglais. Donc, c'est des entreprises, en fait, c'est de waste management, sur la gestion de déchets, donc c'est vraiment pas sexy comme sujet. Mais dans tous les cas, c'est des entreprises qui ont souvent des avantages concurrentiels, mine de rien. Je vous explique pourquoi. Parce que, comme le nom indique, NIMBY, la Not in My Backyard, c'est que si ces entreprises possèdent
des centres de tri ou genre des déchetteries dans des endroits qui sont bien situés par rapport à de grandes métropoles, qui ont la propriété sur ces endroits-là, ça leur donne un énorme avantage concurrentiel. Je n'ai pas analysé évidemment Veolia Environnement et Séché Environnement en fonction de leurs avantages concurrentiels, mais souvent ces entreprises elles ont quelque chose comme ça. Et si c'est le cas, dans ce cas-là, elles sont souvent intéressantes à investir. Donc typiquement, je regarde Veolia, je sais qu'il était, c'est toujours Antoine, comment il s'appelle leur PDG là, je ne sais plus comment. Parce que je m'intéressais il y a beaucoup d'années, je m'intéressais beaucoup à cette entreprise, mais ah non, non, c'est plus lui, hein. Patrick là-bas. Bon. Donc là, je vais regarder plus. Bon, je vais regarder quand même les ratios. Les ratios. Donc PE 15. Donc je trouve que c'est cher pour la période actuelle. Price to sales, vraiment, elle est pas chère au niveau de là parce que leur chiffre d'affaires, elle est supérieure, plus que 2 fois supérieure à la capitalisation boursière. Donc là, de ce point de vue-là, elle est sous-évaluée. Les marges sont faibles, très faibles. Puis la rentabilité est faible aussi. Donc non, ça ne m'intéresse pas trop, cette entreprise. En tout cas, il ne me semble pas qu'il y ait des avantages concurrentiels. C'est chiant, non, je ne sais pas comment. Si mon truc, je le trouve. Ah, voilà, sécher environnement. Pour sécher environnement, bon là c'est à peu près pareil. Bon, ça ressemble beaucoup, hein, vraiment. Par contre, les marges sont bien aussi. Bon, la marge brute, bon, la marge nette, elle est nulle. Ensuite, les rentabilités sont faibles aussi. Les dettes sont énormes, elles ont toutes les dettes énormes dans ce secteur. Non, c'est à peu près équivalent. Après, au niveau technique, je n'aurai pas le temps pour regarder aujourd'hui. Mais en tout cas, déjà opérationnellement, comme ça ne m'intéresse pas. Donc l'image technique, mais en tout cas par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, par exemple le Gilt ou Dassault Systèmes ou Safran même, c'est clairement moins intéressant, quoi. Mais dans tous les cas, en fait, regardez, en fait, il y a souvent des petites entreprises qui font ça, qui sont cotées. Bon, encore une fois, aux États-Unis, vous avez plus de choix, mais elles peuvent être très intéressantes s'ils ont des avantages concurrentiels particuliers. Bon, je donne ma réponse à plusieurs questions qu'on m'a posées. En fait, je vais mettre dans le même lot plusieurs entreprises. C'est Vinci, Renault, PSA et compagnie. Donc, c'est des entreprises cycliques. Je ne vais même pas les analyser aujourd'hui parce que, à mon avis, quelle que soit la situation dans l'entreprise elle-même, nous sommes en train de vivre la rupture de cycle. On est en train d'inverser le cycle, on est déjà en récession, on ne sait pas à combien on est dans la récession, donc les chiffres peuvent être vraiment hallucinants, ils ne sont pas encore communiqués, je pense que ce n'est pas par hasard. Donc, investir dans les entreprises cycliques aujourd'hui, c'est le suicide. Si vous voulez le faire, allez-y. Moi, je ne peux pas, bon après je peux commencer à les analyser, je vais les analyser quand le CAC 40 sera 3000 à 2500. Dans ce cas-là, on va analyser ce genre des entreprises. Aujourd'hui, quand les marchés restent chers, mais l'économie il a déjà plein de problèmes, on ne sait même pas l'ampleur de ces problèmes, commencer à réfléchir d'investir dans le PSA ou Renault ou Vinci, même si ça peut être de belles entreprises, même si je ne suis pas certain, peut-être pour Vinci, oui, peut-être, mais pour les autres, je ne suis pas sûr. C'est vraiment quelque chose vraiment bizarre. Bon, en tout cas, moi, je ne vois pas d'intérêt. Peut-être si vous êtes un trader technique, dans ce cas-là, vous avez vos signaux à vous avez votre système de trading qui va vous dire s'il faut le faire ou pas. Mais de point de vue fondamental, de point de vue conjoncturel, c'est niette. Pour moi, c'est niette. Donc là, je pense que je ne vais pas regarder ces entreprises aujourd'hui. Pareil pour les banques. En fait, j'ai eu aussi des questions pour BNP Paribas et Société Générale. Je vous propose d'aller regarder ma vidéo sur le secteur bancaire que j'ai enregistrée il y a encore déjà un mois et un peu plus, juste avant la crise de coronavirus. Tout ce que je dis, c'est valable. Donc, j'ai analysé ces banques, on a regardé les ratios. C'est à peu près tous les mêmes ratios, vous allez voir aussi, parce que de toute façon, c'est des ratios par rapport à l'année précédente où c'était le rallye boursier et la croissance. Maintenant, on vit dans un autre monde. Pour moi, les banques, c'est largement trop tôt même d'y penser. Oubliez les banques pour le moment. Bon, après, je ne donne pas des conseils, mais quand vous voulez, moi, j'oublie les banques. Les banques, j'ai aucune banque, j'ai aucune pétrolière, j'ai aucune société cyclique dans mon portefeuille. Voilà, point barre. Donc là, pour l'instant, ça, c'est mon avis sur toutes ces entreprises dans la situation actuelle. Ensuite, on m'a posé aussi la question sur le pétrolière. Donc la réponse est la même.
et même sur la pétrolière russe, c'est pas un gazier russe Gazprom. Bon, c'est encore pire parce qu'en fait, pour Gazprom, vous avez avant, tout le monde l'achetait pour le dividende. Aujourd'hui, au cours actuel, les dividendes d'ExxonMobil et Total, ils sont voire plus élevés que chez Gazprom, et en dollars et en euros. Donc avec une devise normale, on va dire. Donc vous n'avez pas à hedger les devises, etc. Donc vous n'avez pas le risque de pays. Autant d'aller investir dans ExxonMobil, si vous croyez dans ce secteur, plutôt que d'aller s'aventurer avec Gazprom. Donc je vois aucun intérêt. Bon, je ne dis pas qu'il faut aller sur ExxonMobil et Total, pas du tout. Mais si vous êtes intéressé par ce secteur, je pense qu'il vaut mieux de faire ça avec des devises qui sont fiables. Voilà, donc je pense que c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, mettez des commentaires pour la prochaine vidéo, ceux qui vous intéressent. Je sais que je n'ai pas eu le temps pour faire un tour de toutes les entreprises que je voulais parler. Mais dans tous les cas, la semaine prochaine, on va discuter de Essilor. Je l'ai bien noté, il y a quelqu'un qui m'a posé cette question. C'est une des entreprises qui peut être intéressante. Et aussi, il y a eu des questions sur des entreprises un petit peu plus exotiques comme Luckin Coffee et Uber. Donc là, on verra ça la semaine prochaine parce que pour que cette vidéo ne soit pas trop longue. Et dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que mes vidéos sont un peu longues parce que je cherche le meilleur format qui est le plus adapté à vos besoins pour mieux vous servir. Mettez-moi de like, n'oubliez pas un petit like, ça me fait beaucoup plaisir. À très bientôt, Mind the Cash.